Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Quelle est cette affaire qui surexcite autant les esprits en ce matin du 23 novembre 1886 devant le palais de justice de Blois ? C'est que l'on juge ce jour-là un crime pas comme les autres. En l'occurrence, le meurtre d'une vieille femme de 61 ans, brûlée vive par ses 3 enfants et par son gendre. Un parricide dans toute sa splendeur, son horreur et sa cruauté. Un parricide sur lequel nous allons revenir avec Fabrice Mauclerc, docteur en histoire, spécialiste d'histoire judiciaire, qui nous fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Fabrice Mauclerc. Bonjour Éric Labaille. Donc nous sommes en 1886 et une certaine Marie Lebon a 60 ans, elle est domestique dans la ville de Gièvre et bon, l'âge étant là, elle prend son congé de domestique. Elle est, et ça pose la question des personnes âgées, notamment sous la Troisième République, elle est sans économie, elle n'a pas donc de ressources et elle doit demander asile à sa fille. Tout à fait. Alors, pas d'économie, pas vraiment, parce qu'elle a quand même un petit bas de laine autour de 300 francs. Et c'est peut-être d'ailleurs un des éléments qui va être important dans la suite de l'histoire. Donc, en tout cas, effectivement, elle n'a plus de travail. Elle est, semble-t-il, sénile. Voilà, elle a effectivement l'âge qu'elle a, 60-61 ans. Et elle a besoin, effectivement, de trouver un toit. Et le toit qui l'accueille, c'est celui de sa fille. Donc, sa fille Georgette Thomas, qui a 25 ans à cette époque-là, qui est mariée avec 3 enfants et qui réside dans le village de Celles-Saint-Denis. Tout à fait. Donc Celles-Saint-Denis, donc Loir-et-Cher, donc on est dans la région de Romorantin. Ce petit village, il est à peu près à 10 km à l'est de Romorantin, donc un petit peu excentré par rapport à la capitale du département. Et effectivement, on est aussi, c'est important pour la suite de l'histoire, on est en Sologne, donc un pays de tradition un peu, encore on est à la fin du XIXe siècle, un pays qui a peut-être un peu de retard par rapport à d'autres régions industrielles françaises ou même agricoles. On n'est pas très loin du Berry, donc voilà, le pays de George Sand, donc voilà, donc ça veut dire que c'est des territoires un petit peu, voilà, un pays de forêt, un pays de sorciers. Pour lâcher le mot, effectivement, c'est un élément qui sera important un peu plus tard. Et dès l'emménagement, on ne peut pas dire que la cohabitation entre la mère et la fille se passe bien. Non, la fille reproche à sa mère d'être entre guillemets toujours sur son dos, comme on dirait aujourd'hui, de l'empêcher de vivre peut-être aussi et d'être un poids en quelque sorte. Voilà, les vieillards à l'époque sont pas toujours bien traités, c'est une bouche à nourrir et la famille dans laquelle elle se trouve n'est pas une famille bien riche. La famille Thomas effectivement est une famille relativement pauvre et qui en plus ces derniers temps, en tout cas peu de temps avant l'affaire, a eu des soucis. Donc des soucis matériels et ça c'est gênant quand on est un peu sur le fil. Donc c'est une famille qui n'a pas trop le sou. Le cheval de la famille va avoir des soucis, donc ça c'est important. Sans cheval effectivement la ferme va être beaucoup moins menée. Les enfants sont malades, il y a eu des orages, on a perdu une partie de la récolte. Donc Georgette Thomas se dit que bizarrement depuis que sa mère est là, le sort semble s'être retourné contre elle et que contre sa famille. D'ailleurs, elle n'hésite pas à dire que sa mère est une sorcière. Voilà, c'est là le raccourci et assez rapidement, elle explique tous ces difficultés par sa mère qui, disons clairement, lui aurait jeté un sort contre sa famille et contre elle en particulier. Donc c'est cette petite idée qui va germer, alors qui va être un petit peu laissée de côté au moment du procès, on le verra. Fin 19e siècle, les histoires de sorcellerie, ça fait longtemps qu'on les a oubliées, entre guillemets, c'est l'époque d'Urbain Grandier ou d'autres affaires. Fin 19e, la sorcellerie, on va la mettre un peu de côté. Mais c'est peut-être un élément, en tout cas, c'est ce qui va être peut-être déclencheur pour le crime dont on va parler tout à l'heure. Un autre élément entre en ligne de compte, c'est vraisemblablement aussi la sénilité de cette personne. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je cite un médecin qui diagnostique la mère en lui disant qu'elle souffre
souffre d'un délire triste. Elle aurait même tenté de mettre le feu à la maison dans un accès. Voilà, elle menacerait. Ça, c'est le propre aussi des sorcières d'autrefois, effectivement, dont on craignait qu'ils mettent le feu ou qu'ils gèrent ou qu'ils entraînent des difficultés. Donc effectivement, voilà, elle coche un peu toutes les mauvaises cases entre guillemets. Elle est âgée, elle perd la tête et en plus, elle menacerait la maison. Donc ça fait beaucoup. Et puis enfin, elle a un petit peu d'argent. Et ça peut être aussi un élément déclencheur dans des circonstances bien particulières, bien sûr. Le cocktail est détonnant. Tout à fait. Et le cocktail va détonner le 29 juillet 1886, donc nous sommes dans la matinée, et la mère et la fille ont une altercation qui se termine très mal. Très très mal, puisque à la suite de cette altercation, donc là c'est un face-à-face, il n'y a pas d'autres témoins ou d'autres personnes présentes dans cette matinée, la fille finit par pousser sa mère dans la cheminée. Même si effectivement à cette époque on n'a pas besoin de chauffer, mais il faut laisser le feu dans la cheminée pour préparer les aliments en particulier. Et donc la mère est jetée dans la cheminée. Heureusement pour elle, elle s'en sort avec quelques sourcils brûlés, le front brûlé, mais elle a, dans énergie du désespoir en quelque sorte, et peut-être aussi que la fille n'a pas été jusqu'au bout de son geste. Donc la pauvre grand-mère, entre guillemets, arrive à sortir de cette cheminée. Et donc sa fille, pour pouvoir la maîtriser, va l'enfermer dans la grange. Voilà, tout à fait. Donc on voit bien quand même qu'il y a une sorte de préméditation. En tout cas, même si elle a raté son premier coup, voilà, je pense qu'elle espérait qu'en jetant sa mère dans cette cheminée, ce serait la fin et que l'affaire serait réglée. Même sans préméditation, il y a de la suite dans les idées. Il y a de la suite dans les idées, effectivement. Alors peut-être c'est une accumulation de petites choses qu'on a vues tout à l'heure. La coupe était pleine et peut-être que ce jour-là, voilà, elle a craqué entre guillemets et elle a poussé sa mère dans la cheminée. Et effectivement, avec cette idée peut-être que les choses n'ont pas resté là, elle enferme sa mère dans la grange, dans le hangar, en laissant peut-être passer un petit peu de temps et puis en voyant peut-être avec les autres membres de la famille, son mari et ses frères, comment on pourrait régler entre guillemets le cas de cette femme un peu gênante entre guillemets. C'est là que se tient un conseil de famille parfaitement sordide, où la fille, ses deux frères, son mari, donc le gendre de la victime, se réunissent et se demandent ce que l'on va faire, donc de Marie Lebon, ce que l'on va en faire, c'est-à-dire y compris la supprimer. Tout à fait. Alors, ça se passe dans l'après-midi, la fatigue peut-être aidant, la boisson peut-être aussi aidant, on discute, c'est assez tendu, parce qu'il y a cette histoire d'argent qui revient à la surface, et il se trouve, je ne l'ai pas précisé, mais elle avait un petit magot, la grand-mère, entre guillemets, quand elle est arrivée, et ce magot, il se trouve qu'il a disparu. Et donc forcément, les deux frères de Georgette Thomas sont persuadés que c'est elle qui a volé le petit butin. Elle se défend. Donc voilà, donc c'est assez tendu, mais finalement, on arrive à cette conclusion que pour le bien de tout le monde, il faut supprimer la grand-mère, très gênante. Et donc on met en place, oui, une sorte de stratagème. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer, parce qu'au moment du procès, tout le monde s'est renvoyé la balle. Mais malheureusement, oui, on met en œuvre en quelque sorte un crime abominable, celui qui va avoir lieu quelques heures plus tard. Alors, et en plus, l'argument qui emporte la décision revient sur la notion de sorcellerie, puisque la Georgette dit de toute façon, je suis possédée, ma mère m'a ensorcelé, et il faut trouver une solution à ça. Donc, on va lui appliquer le traitement que l'on appliquait autrefois aux sorcières. Voilà, donc les flammes, la purification, le bûcher. Bon, bien sûr, la cheminée, c'est un peu simple, mais c'est un peu ce même principe. Et je précise pour cette histoire de sorcellerie que Georgette Thomas était tellement persuadée que sa mère avait jeté un sort qu'elle avait été voir un spécialiste pour effectivement dénouer les mauvais sorts. Je crois que c'était l'expression qu'on utilisait. Spécialiste qui lui a confirmé qu'a priori sa mère effectivement était bien une jeteuse de sorts et qu'il fallait s'en méfier. Donc elle avait été en quelque sorte confirmée dans sa pensée que sa mère était une sorcière. Alors à ce niveau-là, il semblerait que dans sa jeunesse, effectivement, cette femme ait pratiqué un peu de sorcellerie, mais sorcellerie, c'est pas forcément négatif. La sorcellerie, ça peut apporter des bonnes choses. On peut soigner des maladies, sauver des enfants. Mais là, en l'occurrence, oui, on a considéré qu'elle était du côté du mal. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et l'impossible se produit. On amène donc la victime, Marie Lebon, dans
Dans la de la pièce, pièce, voilà. on la jette dans la cheminée, on la fait brûler dans la cheminée, et comme ça ne suffit pas, on la sort de l'âtre et on l'asperge Mmh. de pétrole, Mmh. de manière Alors, à ce qu'elle brûle. pour montrer quand même que cette affaire est assez, on va dire, presque banale, il faut quand même préciser qu'auparavant, elle a été conviée à au repas. Hein, voilà, donc on l'a sortie de sa grange pour la convier au repas du soir. On lui a proposé un verre, semble-t-il, de gnôle, de goutte, alors peut-être pour la rendre un peu plus docile. Et ensuite, effectivement, le terrible engrenage s'est mis en place. Donc, on a jeté effectivement Marie Lebon dans la cheminée. On l'a effectivement ensuite aspergé d'un produit qui allait faciliter malheureusement le crime. Et on précise même dans certains témoignages qu'on l'aurait aussi aspergé d'eau bénite. Donc, cette idée qu'on n'était pas dans un crime, mais dans cette volonté de purifier la famille, en quelque sorte aussi libérer cette Marie Lebon du mal qu'elle avait en elle, quoi, puisque si c'est une sorcière, il fallait en quelque sorte aussi tuer le mal et tuer le diable. Donc c'est abominable, ils s'y prennent a priori donc tous les témoins principaux, donc Georgette, son mari, ses 2 frères. Donc on la maintient dans la cheminée, et bien sûr elle se débat, elle résiste, elle essaye d'en sortir comme le matin, et puis finalement elle finit par succomber dans les flammes. Et comble de l'horreur, un des frères reste sur place, les autres vont se confesser tout de suite au curé. Voilà, ils vont avouer leur crime au curé. Donc il n'y a pas de risque puisque le secret de la confession, c'est quelque chose d'important. Et donc le curé, même s'il apprend qu'on a tué la vieille femme, il ne pourra pas révéler ce crime. Donc on va, voilà, quand même en quelque sorte, on va laver ses péchés parce qu'ils ont bien conscience d'avoir fait quelque chose d'abominable. Et donc pendant la nuit, donc un des frères est chargé d'alimenter le feu pour que le corps soit consumé entièrement. Et d'ailleurs au petit matin, au moment des premières constatations, on découvrira que la partie haute et basse du corps est intacte, hein, la tête est toujours intacte, le corps a été consumé, mais le reste non. Donc c'est abominable, hein, je pense un véritable spectacle d'horreur quand les premiers enquêteurs sont arrivés le lendemain matin pour observer les faits. Mais ils ont pensé au salut de leurs âmes en allant se faire confesser, mais ils ont aussi pensé à couvrir leurs crimes, puisque un des frères, je crois, est allé à la mairie pour Voilà. déclarer la mort en disant que leur mère était accidentellement tombée dans le feu. C'est ça, donc c'est un accident, c'est un horrible accident. La grand-mère a trébuché dans la cheminée, et effectivement, le fait peut-être qu'elle était un peu folle ou qu'elle avait même perdu la tête, il pensait que ça passerait, mais avec les premières constatations des enquêteurs de la gendarmerie, hein, la gendarmerie va débouler dans la maison, et avec l'observation du cadavre, ils vont bien comprendre qu'effectivement cette thèse ne tient pas. Justement, le cadavre, je me permets de citer un extrait du compte-rendu. Marie Lebon est découverte, je cite, étendue sur le dos, la tête et le bas des jambes à peu près intacts, mais le reste du corps est, lui, carbonisé, desséché, raccourci. Les membres sont tordus et, détail sordide, autour du cadavre, une tache grasse témoigne de l'emploi de liquide combustible. Voilà, le fameux combustible qui avait été mis dans la soirée pour faciliter la combustion. Donc la ligne de défense des suspects ne tient absolument pas, d'autant que un des enfants, ou les enfants d'ailleurs de Georgette Thomas, vont vendre la mèche. C'est le cas de le dire, ils ont vendu la mèche et ils ont été témoins aussi de ces scènes d'horreur. Hein. Les 3 enfants du couple, Thomas, étaient là, et en particulier la plus âgée qui avait 8 ans. Hein, donc 8 ans, elle assiste à tout. Alors pour l'instant, voilà, on est au tout début de l'affaire. Hein, l'affaire, on est au début de l'enquête. Voilà, les enfants se taisent, personne ne dit rien, mais effectivement, ça sera cet enfant de 8 ans va être l'élément à charge le plus important. Mais ça sera simplement au moment du procès. Hein, on fera effectivement appel à ce témoignage, qui était a priori pas tout à fait autorisé, mais voilà, le juge d'instruction, ou plutôt le juge au moment du procès, va prendre cette liberté-là, et ça va être l'élément principal, puisque jusque-là, il y avait quand même le doute qui pouvait bénéficier aux accusés. Il n'y avait pas de témoin direct, mais là, ça va être l'élément effectivement crucial, parce qu'effectivement, les enfants ont assisté à la scène abominable. Donc le procès s'ouvre aux assises le 23 novembre 1886. Bon, il défraye la chronique, en tout cas la chronique régionale. Et l'idée n'est pas tellement de savoir si crime il y a eu, puisque le crime est de toute façon établi, mais quelles sont les responsabilités de chacun et de chacune dans ce crime absolument horrible. Tout de suite, les regards se tournent vers Georgette Thomas, qui semble être la clé de l'énigme. Voilà, effectivement, elle est considérée assez rapidement comme la principale instigatrice. Déjà, il y a
a les événements du matin. Elle avait déjà tenté en quelque sorte le matin de tuer sa mère. Elle a effectivement réussi, semble-t-il, à convaincre tous les hommes de la famille de commettre l'irréparable. Et donc assez rapidement, oui, au cours du procès, c'est vers elle que tous les regards se tournent. Et a priori, c'est elle qui est chargée le plus. Les autres, encore une fois, je le disais tout à l'heure, se renvoient un petit peu la balle. Le mari dit d'être amnésique. Voilà. Il dit qu'il ne se rappelle plus rien. Voilà, il a tout oublié. Les deux frères, même chose, se renvoient la balle. Ils auraient assisté, mais ils n'auraient pas agi. Alors qu'a priori, les uns et les autres ont contribué à la mort de la femme. Oui, puisqu'ils se sont saisis d'elle pour la maintenir dans le feu. Après, ils ont entretenu la flamme pendant la nuit. Donc, donner des coups pour la maintenir dans la cheminée. Donc, a priori, Georgette toute seule n'aurait pas pu le faire. Donc, elle a forcément été aidée par ces hommes. Ces hommes, donc, qui, dans la mémoire, est parfaitement défaillante. Alors, elle, Georgette, pratique, ce qui est classique, une inversion accusatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui est responsable de la mort de sa mère, c'est sa mère qui voulait la tuer, puisque sa mère était tellement intrusive, comme vous l'avez dit au début de notre entretien. Et donc, pour protéger sa famille, pour se protéger elle-même, pour se protéger aussi de la sorcellerie de sa mère, elle a été contrainte d'agir. Et d'ailleurs, les juges n'ont pas du tout suivi cette voie-là, parce que la sorcellerie, encore une fois, fin 19e siècle, c'est un peu démodé. On n'y croit plus, et tant mieux. Les juges ne croient plus en la sorcellerie comme ils y ont cru pendant des siècles auparavant. Et donc, pour les juges, je dirais le mobile principal, c'est cet argent. Voilà, c'est ces 300 francs de l'époque. Donc, c'est pas une grosse fortune, mais c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Et donc, ils vont un peu écarter ces histoires de sorcellerie. Il faut savoir que ces aspects de sorcellerie ont été un peu oubliés. La presse n'en parle pas trop non plus. Il faudra attendre les années 70 du XXe siècle pour que finalement un écrivain remette un petit peu ces éléments en valeur. Mais au moment du procès, voilà, il faut que ce soit un procès classique, normal, un parricide classique. Et donc, on évacue un peu ces questions de sorcellerie. Donc, cette défense, malheureusement pour Georgette Thomas, cette ligne de défense n'est pas la bonne parce qu'à l'époque, on ne croit pas à ces éléments-là et on veut quelque chose de rationnel. Et le plus rationnel qu'il soit, c'est cet argent qui aurait entraîné Georgette et les siens à tuer pour le magot, voilà, pour récupérer l'argent de cette femme. Cet argent qui, de toute façon, avait déjà disparu avant le crime. Tout à fait. Et donc, on n'a pas retrouvé trace. A priori, non. Je ne sais pas ce qui a été dit au moment du procès à ce niveau-là, mais c'est sûr que cet argent, si c'est le mobile, oui, non, l'argent n'a pas laissé de trace par la suite. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc les juges ne sont pas dupes de la ligne de défense de Georgette Thomas et la condamnation tombe. Georgette Thomas et son mari sont condamnés à mort. Donc à l'époque, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et donc le 24 janvier 1887, les deux époux sont guillotinés à Romorantin. Quelle est la particularité de cette exécution ? Donc c'est un parricide. Donc parricide, je dirais dans la hiérarchie des crimes, c'est peut-être un des pires. Il n'y a plus de crime de lèse-majesté. Autrefois, c'était le crime des crimes, s'en prendre au roi, à tous les proches du roi. Il n'y avait pas pire crime. Donc désormais, dans le code pénal de cette époque, le crime le plus abominable, c'est le meurtre, l'assassinat d'un proche, un frère, une mère, un enfant. Et le parricide, effectivement, est considéré comme le pire des crimes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y avait un rituel très particulier. On est pourtant en pleine Troisième République, une société qui est de plus en plus laïque. On pratique encore pour les parricides ce rituel du voile noir. Donc ça veut dire que les condamnés à mort sont conduits à la guillotine couverts, le visage recouvert par ce voile noir. Donc ça, c'est propre aux parricides. Et je dirais que fin 19e siècle, les condamnés ont échappé à pire parce que jusqu'aux années 1830, les parricides avaient aussi la particularité d'avoir le poing coupé. Donc c'est pas un fait, on pourrait penser qu'avec ce point coupé, ça nous renvoie à l'Ancien Régime. Alors effectivement, on pratiquait pour les parricides sous l'Ancien Régime ce rituel-là, entre guillemets, mais il a été maintenu, il a été rétabli par Napoléon Ier, le code pénal, donc c'est lui. Et donc dans le code pénal de napoléonien, pour les parricides, on avait réintroduit le point coupé. Donc ça a disparu avec Louis-Philippe en 1830. Cette abomination de plus a été supprimée. Mais on avait gardé, en 1886, on avait gardé ce voile noir pour effectivement couvrir la tête des condamnés. Donc on va dire une peine de plus, quoi. Et l'exécution est publique. Alors on est effectivement encore à une époque où en France la guillotine et les exécutions capitales se font en public. Alors il y a quand même eu une petite évolution par rapport à la Révolution. Depuis la Révolution, les guillotines sont dressées sur des échafauds.
à peu près à 1 ou 2 mètres de hauteur. Donc ça veut dire que depuis l'échafaud, une foule, même nombreuse, même éloignée, voit ce qui se passe. Et depuis 1870, la loi a changé et désormais les exécutions se font sur le sol, à même le sol, donc à plat, il n'y a plus d'échafaud. Et donc même si la foule est nombreuse, elle ne voit pas grand-chose puisqu'effectivement, à hauteur de sol, il y a pas mal d'éléments du spectacle en guillemets qui ne sont pas visibles. Et il y a un autre élément qui a été rajouté pour éviter justement que la foule s'approche de trop près. Désormais, les exécutions sont encadrées par des forces de l'ordre, par des militaires, par des gendarmes, voilà, qui forment vraiment un carré et qui empêchent tout individu mal intentionné, entre guillemets, de s'approcher de trop près. Mais effectivement, ça se passe en public, donc on est à Romorantin, puisque effectivement le crime a eu lieu à 10 km à peine, donc dans cette petite ville tranquille, hein, Romorantin, c'est une petite bourgade, une petite ville de l'époque. Et d'après ce que la presse a raconté, a écrit, il n'est pas impossible que ce jour-là, peut-être 6 000 personnes, 10 000 personnes, voire même un peu plus, se soient agglutinées pour voir le spectacle. Et on nous dit même que sur cette place, il y a l'hôtel de ville qui est juste en face, hein, la place où a lieu l'exécution. Et de l'hôtel de ville, des membres importants de la municipalité avaient pris place, eux pour le coup, pour être aux premières loges, pour assister effectivement à ce spectacle judiciaire très particulier. Quel spectacle. Et cette exécution, donc notamment l'exécution de Georgette Thomas, ce sera la dernière exécution d'une femme, non pas une femme tout court, mais une femme en public. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir, donc, il y a eu 2 exécutés, donc la femme et son mari. Les 2 frères, eux, vont écoper d'une peine de bagne, hein. Pour le premier, une peine de bagne à perpétuité. Pour le deuxième, une période de bagne limitée. Et je le dis tout de suite, les 2 sont envoyés en Guyane, et comme c'était malheureusement le cas à l'époque, ils ne font pas de vieux os en Guyane, puisque les 2 mourront, pour le premier, je crois, au bout de 3 ans, et pour le deuxième, 7 ans. Donc en moins de 10 ans, les 2 vont être, vont décéder et ne retrouveront jamais la liberté. Et donc on a 2 condamnés, donc la femme et son mari. Et effectivement, c'est la dernière fois qu'en France, on exécute, on guillotine une femme en public. Alors, c'est pas la dernière fois qu'on exécute une femme tout court. Ça sera en 1949, donc bien plus tard. En 1949, la dernière exécution d'une femme, et ça se passe cette fois dans le cadre privé, en tout cas fermé, d'une prison. Donc, c'est à la prison d'Angers qu'une collaboratrice, hein, on est dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, donc va être condamnée à mort et exécutée. Ça sera donc la dernière fois qu'en France, en 1949, on exécute une femme en France. Et donc la dernière fois en public, donc c'est à Romorantin, effectivement le 24 janvier 1887. Et il y a peut-être une explication d'ailleurs à cet événement historique entre guillemets, c'est que ça s'est très mal passé. Hein, très souvent, les condamnés étaient plutôt se laisser faire. Hein, ils avaient été accompagnés par un confesseur, ils étaient dans la contrition, et elle, au contraire, elle s'est débattue. Et pour le bourreau de l'époque, un certain Louis Desblair, qui est un bourreau important. C'est d'ailleurs le seul bourreau désormais habilité à exécuter en France, hein, puisqu'il n'y a plus qu'un seul bourreau pour le territoire métropolitain. Ça va beaucoup lui déplaire, à Louis Desblair, justement, cette agitation. Ouais, ça va être compliqué d'exécuter donc cette femme. Et il y a une raison aussi, c'est que jusqu'au bout, elle était persuadée d'être graciée, hein, puisque jusque-là, voilà, depuis les années précédentes, c'était assez courant que le président de la République gracie les femmes. Et là, donc c'était Jules Grévy. Jules Grévy ne va pas accorder sa grâce, considérant que le crime était vraiment abominable. Et donc, elle y a cru. Et je pense que c'est ça qui explique son comportement. Et d'ailleurs, elle pensait peut-être que jusqu'au dernier moment, la grâce allait arriver. Et donc, elle se débattait en espérant qu'au dernier moment, on retarder l'échéance. Voilà, comme on le voit dans certains films, elle pensait que peut-être la grâce, on allait l'attendre au dernier moment, un cavalier allait arriver. Et non, malheureusement, il n'y a pas eu de miracle pour elle. Et donc, du coup, ça s'est très mal passé. Et le bourreau Desblair s'en est plaint à l'administration, en disant que si jamais il était amené à nouveau à exécuter une femme, eh bien, il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Et alors, je ne sais pas si c'est l'élément qui va jouer, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, on n'exécutera plus de femmes en public. Et donc, il faudra attendre bien plus tard pour qu'une dernière femme soit exécutée, mais cette fois dans le cadre secret, entre guillemets, d'une prison. Merci beaucoup, Fabrice Mauclair, pour ce retour sur cette affaire sordide qui, je le rappelle, avait défrayé la chronique, même à l'échelle nationale, hein, à la fois par le caractère terrible de l'assassinat et par le caractère très particulier du procès et de l'exécution. Et on peut même ajouter qu'il est fort probable que
que Zola se soit inspiré de cet événement pour écrire le livre qui s'appelle La Terre. Ouais. Donc La Terre de Zola est peut-être inspiré de cette affaire de Romorantin. Donc il y aura des répercussions très largement au-delà de l'histoire judiciaire, donc dans l'histoire de la littérature. Encore merci pour ce passionnant retour en arrière, et je vous rappelle que cette date sur la mort de Madame Leroy, vous la retrouverez dans le livre des grandes dates du Loir-et-Cher aux éditions Ici en Région, que vous trouverez dans toutes les maisons de la presse et dans toutes les bonnes librairies. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et encore merci Fabrice Moncler. Merci, à bientôt. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.